Voilà, on y est. Alors, je lance le direct. Bonjour à tous. Alors, nous devons être en direct sur Facebook. Alors, bienvenue pour notre live Se retrouver. Je suis ravie qu'on se retrouve à nouveau aujourd'hui. Je suis avec Janie Arros, qui est donc psychopraticienne et orthopédagogue. Bonjour Janie. Bonjour Aurore. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est orthopédagogue? Oui, orthopédagogue, c'est très simplement aider les gens à mieux apprendre. Voilà, donner des outils, donner une démarche, des stratégies pour développer les apprentissages et que ça se fasse dans la bonne humeur et que ça paraisse simple. Voilà, qu'on retrouve du plaisir à apprendre. D'accord. Aujourd'hui, je crois que le programme, c'est qu'on va parler de mémoire. Exactement. Donc aujourd'hui, j'avais envie de partager 2 clés avec vous pour booster votre mémoire. Et je vous ai concocté une petite présentation que je vais mettre directement en ligne. Voilà. Est-ce que vous voyez là, Aurore? C'est bon? Alors, je regarde sur le direct Facebook si la présentation apparaît bien. Ouais. Alors, il y a un petit décalage, mais bon, je pense que ça doit fonctionner. Ça doit être bon. Donc, si vous voyez, c'est que tout le monde voit. Voilà, donc sur ma première page, là, donc vous voyez mon nom et vous voyez aussi le lien vers la page Médoucine et vers ma page, vers mon site web. Oui, qu'on remettra dans le post Facebook. Ça marche. Et pour info, on voit la présentation et on se voit aussi parler en petite vignette. Ah ben c'est super, très bien, ok. Voilà, alors quand on parle de mémoire, on aimerait tous que notre mémoire ressemble à une éponge, c'est-à-dire qu'en fait, qu'on puisse s'imbiber de tout ce qui nous entoure, que toutes les informations puissent s'impacter dans notre cerveau et qu'on soit capable de les restituer. Malheureusement, c'est souvent plutôt une passoire, c'est-à-dire qu'on entend des choses et puis que le lendemain, voire 1 heure après, on se dit « mais j'ai entendu ça, il a dit ou elle a dit » et puis on se rend compte qu'il n'en reste pas grand-chose. Alors, voilà comment j'ai conçu ma présentation. Je voudrais qu'on parle d'oubli. Ce n'est pas paradoxal, vous allez voir que ça fait partie de la mémoire. On va parler aussi de mémoire et on va parler des 2 clés que je vais vous présenter. Rapidement, je vous les dévoile, c'est espacer et se tester, mais on va comprendre plus pratiquement ce que ça veut dire. Je vous donnerai quelques conseils pratiques et puis ensuite, ce sera à vous pour poser des questions, mais les questions, vous pouvez toujours les poser via le chat. Alors, je vous l'ai dit, quand on parle d'oubli, on associe souvent, quand on parle de mémoire, on associe souvent l'oubli, et l'oubli, c'est un phénomène naturel. Il faut savoir que notre mémoire, elle a un empamnésique. C'est un mot compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes face à des informations, votre mémoire, elle est limitée à un nombre maximum d'éléments indépendants que vous pouvez retenir simultanément. Et ce nombre, il a été fixé, c'est 7 plus ou moins 2 éléments. Donc, ne vous étonnez pas si vous n'êtes pas capable de vous rappeler une liste d'une dizaine ou d'une quinzaine d'éléments. Quand on parle d'éléments, ça peut être des éléments indépendants, mais ça peut être aussi des groupements. Par exemple, si je vous dis pomme, poire, cerise, abricot, vous allez compter 5 éléments. Mais je peux réunir tout ça dans la catégorie fruits. Et si vous avez vu les 5 fruits pomme, poire, cerise, abricot avant, eh bien, quand vous allez entendre le mot fruit,
vous allez immédiatement vous rappeler de tous les fruits qui sont à l'intérieur de cette catégorie. Donc, on a toujours intérêt à faire des catégories de mots ou d'éléments d'information pour retenir plus d'informations. Vous voyez qu'avec une catégorie, on a plus d'éléments que des éléments pris indépendamment. Alors, première clé, pour venir directement au sujet du jour, espacer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Regardez la diapositive suivante. Il y a un monsieur qui s'appelle Hermann Ebbinghaus qui, au XIXe siècle, a établi ce qu'on appelle maintenant la courbe d'Ebbinghaus, où vous allez aussi pouvoir le trouver sous le terme courbe de l'oubli. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous montre, cette courbe de l'oubli? Alors, regardez, je vais le suivre avec la petite flèche. La courbe naturelle de l'oubli, c'est ça, catastrophique. C'est-à-dire que quand vous avez ici un pourcentage d'informations, au bout de 10 minutes, ce que nous dit cette courbe de l'oubli, c'est qu'il ne nous reste déjà plus que 80%. Au bout d'un jour, on aura plutôt 40%, au bout d'une semaine, à peu près 20%, et au bout d'un mois, à peu près 10% de l'information. Donc, on est très loin des 100% de départ. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec la stratégie d'espacement, on peut arriver au bout d'un mois à pratiquement 90% d'informations qui est retenue. Alors, ce n'est pas de la magie. Qu'est-ce qu'on met en place pour obtenir ces 90% qui sont quand même nettement meilleurs que les 20% quand on ne fait rien? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire espacer l'information? Ça veut dire que au lieu, je ne sais pas si vous avez des enfants ou si vous avez des amis qui ont des enfants, ou ben, on a tous été d'ailleurs enfants, et on a pu avoir tendance, la veille d'un contrôle, de réviser de manière acharnée en se disant, bon, je vais y passer 2 heures, mais je vais réussir ce contrôle. Alors, vous allez peut-être le réussir, mais à quel prix? Avec beaucoup de stress. Et puis surtout, ben, vous vous rendrez compte qu'il ne vous reste pas grand-chose. Je ne sais pas, parmi vous, si vous vous rappelez du baccalauréat, on a quand même un peu travaillé pour le bac, mais quelques années après, ben, je ne me rappelle pas de grand-chose quand même. Oui, on est d'accord. Alors, si on veut se rappeler, il faut espacer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas regrouper nos révisions, on ne va pas travailler comme des fous la veille du contrôle. Donc, gardez ça en tête parce qu'évidemment, ces clés, elles sont largement à partager, notamment avec tous les jeunes qui sont en ce moment à la maison et qui ont peut-être besoin d'un peu de méthodologie pour travailler, qui vont bientôt, j'espère, retourner à l'école. Donc, ce sont vraiment des clés pour la vie. Alors, donc, espacer, ça veut dire qu'on va prendre des temps pour réviser. Par exemple, je prends encore l'exemple d'un jeune qui est à l'école. Il a eu une leçon d'histoire et le prof le prévient que 15 jours plus tard, il y a un contrôle. Il rentre le soir après sa leçon d'histoire. Il faut juste qu'il passe un quart d'heure à relire sa leçon. Puis, il va ensuite la relire 3 jours plus tard. Et puis, la semaine d'après, il va choisir par exemple le lundi soir. Et puis après, disons, le mercredi, s'il a un contrôle le jeudi ou le vendredi. Au lieu donc de réviser pendant 2 heures, il aura révisé 4 fois pendant 20 minutes. Et ce sera beaucoup plus efficace. Donc, non seulement ce jeune sera prêt pour le contrôle, mais cerise sur le gâteau et promesse qui sera tenue, cette révision, elle va durer et elle va perdurer bien au-delà de la date du contrôle. C'est-à-dire qu'un mois plus tard, il aura toujours ces informations en tête. Particulièrement intéressant pour des élèves qui passent par exemple le bac. Ça veut dire que les révisions du bac, bah, ça ne devient pas un pensum, mais c'est simplement revoir des choses qu'on sait déjà. Voilà. Donc ça, c'était pour la première clé. Pensez à espacer vos temps de révision et à découper une séquence de 2 heures de révision plutôt en petites séquences de 20 minutes
tous les 3 jours, par exemple. Pourquoi 20 minutes? Parce qu'on a une capacité d'attention qui n'est pas de plus de 20 minutes. Donc, vous faites 20 minutes une tâche et puis ensuite, vous passez à autre chose pendant 5 minutes, 5 à 10 minutes, vous allez boire un thé, vous allez passer un petit coup de fil, vous faites autre chose, vous marchez et vous revenez et vous pouvez repartir pour 20 minutes d'attention soutenue. Deuxième clé. Deuxième clé, c'est se tester. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire, je reprends toujours l'exemple de mon ado, mais si vous avez des questions concernant vos pratiques professionnelles, ben, j'y répondrai après. Donc, l'ado, très souvent, enfin, moi j'ai eu des enfants et je les ai vus, ils fonctionnaient comme ça, ils ont une leçon, ils prennent la leçon et puis, eh ben, on y va, on relit. Nanana, 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 nanana. Bon, eh ben, c'est pas comme ça qu'on apprend. On apprend en se testant, c'est-à-dire qu'en fait, on va se poser des questions. On va se poser des questions, ou en d'autres termes, pour le dire autrement, on va être actif dans ces apprentissages. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être actif et être acteur dans son apprentissage? Eh bien, ça veut dire justement ne pas lire ce qu'a écrit, ne pas réécouter ce qu'a dit le prof, mais se mettre dans une posture de questionnement. C'est-à-dire, je ne sais pas, j'imagine une leçon sur le Moyen-Âge, par exemple. Eh ben, ce n'est pas répéter ce qu'a dit le prof, mais par exemple se dire, ah ben alors attends, au fait, le Moyen-Âge, c'était quand? Ah oui, d'accord. Et c'était où? Il y a eu du Moyen-Âge dans tous les pays, là, dans le monde entier. Et ben, qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'il y avait, est-ce que c'était les mêmes catégories de population que maintenant? Ah ben non, peut-être qu'ils faisaient quand même beaucoup d'agriculture à l'époque. Ah oui, d'accord, je me rappelle l'agriculture. Voilà, et ainsi de suite. Vous voyez, ça, c'est se mettre dans une posture où on est actif, où on est acteur de son apprentissage et on n'est pas en train de répéter 10 fois ce qu'a dit le prof. Donc, on va trouver ses propres mots, on va fonctionner sur le mode du questionnement et à chacun aussi de se trouver des moyens mnémotechniques. J'imagine qu'on a tous en tête le moyen mnémotechnique qu'on nous a donné pour nous rappeler les conjonctions de coordination. Donc, si je vous dis « mais où est donc Ornicart ?» j'imagine que ça tilte chez chacun de vous. On peut également utiliser des méthodes comme par exemple les cartes mentales. Donc les cartes mentales, c'est une représentation arborescente des informations avec des branches et on se pose les questions qui, quoi, où, comment, pourquoi. Et en fait, en suivant ce trajet, en suivant ce questionnement, eh ben, on peut se rendre quitte d'un nombre maximum d'informations et faire vraiment le tour d'un sujet. Alors, je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée, moi, avec le plus jeune de mes enfants, qui était très, très cool à l'école et qui, la veille du bac, me dit « Est-ce que tu peux me faire réciter ma leçon d'histoire géo ?» Et c'était à l'époque sur la guerre froide. Donc, j'écoute ce qu'il me dit. Bah, ce qu'il me dit, c'était plutôt la bulle. Il ne sortait rien, quoi. Je veux dire, il n'avait pas grand-chose à me dire. Et donc, je marche un peu sur des œufs. Je lui dis, bah, tu ne veux pas qu'on fasse une petite carte mentale? Donc, acculé, il me répond oui. Et donc, je dessine une carte avec où c'était quand la guerre froide, c'était qui est belligérant, ça se passait où, comment, pourquoi. Donc, il fait le tour de cette carte avec moi, il essaye d'accrocher les éléments de réponse dont il se rappelait, et il m'a sorti cette phrase absolument extraordinaire. Il m'a dit « Ah ben c'est génial ton truc, en fait, ça peut servir pour tout. » Voilà, donc il avait compris qu'effectivement, c'est une méthode qui permet de structurer, d'organiser les informations, et du coup, quand on a organisé les informations, on sait où on peut aller les récupérer. Un peu comme quand vous rangez votre armoire et que vous mettez les t-shirts d'un côté et les collants de l'autre et les pyjamas ailleurs. À la limite, vous ouvrez la porte, vous n'avez même pas vraiment besoin de chercher pour tirer un collant ou un t-shirt, sauf si vous avez vraiment envie d'un t-shirt en particulier, mais vous savez en tout cas où est la pile des t-shirts. Voilà, ce que je voulais encore vous dire par rapport à la mémoire, c'est que soyez conscients qu'on a plusieurs mémoires. Donc, mémoire, c'est impropre de l'utiliser
au singulier, il faudrait plutôt l'utiliser au pluriel. Donc, on a une mémoire de travail, c'est la mémoire justement qui nous permet de stocker des informations, mais de manière très très rapide. La mémoire de travail, elle est inférieure à 1 minute. La mémoire sensorielle, c'est-à-dire tout ce qui nous arrive par nos sens, que ce soit le toucher, par la vue, par l'odorat ou par l'ouïe, c'est une mémoire qui est de quelques millisecondes à moins d'1 seconde. La mémoire à court terme, c'est moins d'1 minute, et ensuite la mémoire à long terme, ça peut être une question de jours, de mois ou d'années. Donc cette mémoire de travail, très courte, voilà, donc vous voyez, elle est effacée assez rapidement. La mémoire perceptive, c'est toute la mémoire qui nous vient de nos sens. Pensez par exemple à l'exemple de Proust avec sa petite Madeleine. La mémoire procédurale, c'est une mémoire qui dure toute la vie. Une fois que vous avez appris à faire de la natation ou à faire du vélo, même si vous ne remontez plus sur un vélo pendant 30 ans, vous pourrez toujours refaire du vélo. Ça va peut-être vous donner un peu de courbature, mais en tout cas, vous êtes capable de tenir sur un vélo. La mémoire sémantique, c'est toute la mémoire un peu encyclopédique, tous les mots, tous les concepts, toutes les informations qu'on a apprises et qu'on a engrangées dans notre mémoire. Et la mémoire épisodique, elle est très impactée par tout ce qui est affectif, par toutes nos émotions. Si je vous dis par exemple, qu'est-ce que vous avez fait le 12 août 2014, si c'est l'anniversaire de votre conjoint, de vos enfants, d'une amie, vous vous en rappellerez, autrement, ça va être un grand blanc. Par contre, si je vous parle qu'est-ce que vous faisiez au fait le 11 septembre 2001, je pense que vous allez, en tout cas peut-être pas pour les plus jeunes, mais les autres, je pense que vous vous rappellerez tous où vous étiez, qu'est-ce que vous faisiez quand vous avez appris l'attentat sur les tours jumelles à New York. Alors, je voulais vous proposer un petit défi, si vous êtes d'accord. Voilà, je vous laisse regarder ces 12 mots pendant 1 minute et je vais vous demander, regardez ces 12 mots pendant 1 minute, ne prenez évidemment aucune note, ne prenez pas de notes et juste contentez-vous de les regarder. Moi, je surveille que vous tenez les délais. Parce qu'ensuite, comme le dit la consigne, je vous demanderai de raconter une histoire avec tous ces mots. Voilà, alors j'enlève la slide, vous pouvez elle est toujours là à l'écran à côté, mais essayez de faire comme si elle n'était pas là. Et regardez, est-ce que vous êtes capable de raconter une histoire? Vous pouvez l'écrire et regardez combien de mots vous avez rapatriés. Donc il y avait 12 mots et je vous ai demandé de raconter une histoire, ce qui est une stratégie pour mieux les remémorer. Alors, est-ce que vous pouvez éventuellement répondre via le petit chat? Est-ce que vous êtes arrivés, est-ce qu'il y en a qui ont réussi les… Je peux parler pour moi. Allez-y, Aurore. Vas-y plutôt, parce qu'on se tutoie. Oui, vas-y. Ouais, au début, j'ai regardé et bon, voilà, j'ai juste regardé, je n'avais pas vu qu'il fallait faire une histoire. Et puis là, quand j'ai commencé à faire l'histoire, là, oui, c'était beaucoup plus simple. Je me dis, ah oui, ok, donc c'est une histoire, donc un roman, le cheval et la bicyclette en parallèle. Enfin voilà, j'avais pas mal de mots, je ne les ai pas tous eus parce qu'au début, j'avais commencé à essayer de les retenir, j'avais essayé de les associer. Oui. Comme, le cartable avec la cloche, avec le roman.
Voilà. Mhm. Et effectivement, on a une histoire. En fait, moi, je suis visuelle aussi. Donc, le fait de me raconter une histoire, je visualise Oui, les oui. mots et les choses. Alors, on est plutôt quand même tous visuels à 70%. On a une majorité d'entre nous, on est plutôt Ouais. visuels. Donc, par exemple, regardez ça, faire une carte mentale, ça peut beaucoup aider, effectivement, quoi. En tout cas, tu vois, ce que tu as pu constater, c'est que si on te demande d'écouter 12 mots et de t'en rappeler, s'il n'y a pas une consigne comme les regrouper pour raconter une histoire, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, Ouais. faire raconter une histoire, c'est un moyen de retenir plus d'informations. Et à la limite, et quand vous travaillez avec vos enfants, n'ayez pas peur de raconter des histoires un peu absurdes, de mettre de l'humour dedans. Il ne faut pas croire que des idées abstraites ou des choses qui sont compliquées, il faut obligatoirement les associer à des histoires compliquées. Au contraire, si vous instaurez une rupture et que vous allez vous expliquer quelque chose de compliqué avec des mots qui sont drôles ou avec des mots qui sont vraiment des mots de tous les jours, vous allez au contraire favoriser la mémorisation. D'accord? Donc, Ouais. regrouper, utiliser de l'humour, utiliser les émotions pour faciliter la mémoire. Enfin, donc, tout ce que je vous ai dit, on pourrait le regrouper sur cette slide en favorisant la mémorisation active et en laissant tomber tout ce qui est mémorisation passive. Vous voulez retenir, soyez acteur, soyez actif dans vos apprentissages avec la stratégie de faire des tests, donc de se tester, avec la stratégie d'espacer et aussi en pratique avec le fait de développer des approches multisensorielles pour favoriser les connexions entre différentes parties du cerveau, de créer des ancrages émotionnels, faites appel aux émotions pour favoriser le rappel des infos, regrouper les informations pour augmenter la mémorisation et surtout, envoyez-vous des messages positifs pour progresser. Pas de stress. Quand on est stressé, on ne mémorise pas. On Donc, bloque les apprentissages. c'est quoi, par exemple, des messages positifs qu'on s'envoie? Dire, ah, c'est bien, je vais y arriver. Alors, non, mais ça peut être par exemple, waouh, super, il y avait 12 mots, et ben, je me suis rappelé de 8. Ben, c'est génial parce que la dernière fois, je me rappelais seulement de 6, donc j'ai progressé. D'accord? Donc, c'est s'appuyer sur une réalité. C'est pas se dire, waouh, je suis bonne, je suis super, je suis top, mais c'est noter et vraiment de s'appuyer sur tous les progrès. Laissez tomber ce qui ne va pas. On a tendance en France à toujours mettre le focus sur ce qui ne va pas. Moi, je vous propose de changer de focus, de changer d'angle de vue, regardez ce qui va et appuyez-vous sur tout ce qui va et faites des remarques positives sur des faits, sur du factuel qui est quelque chose de positif. Voilà. Et on peut toujours trouver du positif chez chacun d'entre nous, chez chaque élève, même quand il a des difficultés. Si le contenu n'est pas bon, on peut lui faire un message positif sur écoute, je trouve que là, vraiment, je vois que tu as noté la consigne, tu as mis ton nom comme il fallait, enfin, des choses vraiment très simples. Et ça peut permettre aux élèves de progresser. Alors, je vous avais dit que je suis très bavarde, mais je vous laissais la parole. Est-ce qu'on est encore dans les temps, alors ou pas? Oui, bon, on a dépassé un petit peu les 20 minutes, mais il n'y a pas de souci. Okay. Moi, une question par rapport oui. à la carte mentale. Donc, oui. En fait, mais la carte mentale, c'est visualiser les questions. Alors, la carte mentale, ça justifierait de faire juste une autre petite rencontre. Okay. Attends, je vais te trouver des exemples. J'en ai là, moi, sur mes documents. 2 minutes. Sinon, on aura peut-être l'occasion de faire un autre petit live en fonction de la durée du confinement. Alors, ouais, enfin, j'espère qu'on pourra. Oui, voilà. Bon, alors voilà, j'ai des exemples de carte mentale. Alors, ok. Par exemple, voilà, par exemple ça, un truc d'école sur les grandes découvertes. Voilà.
voilà, les grandes découvertes, quelles sont les causes, citer quelques expéditions, bon, alors ça peut Vasco de Gama, faire Magellan, Christophe Colomb, quels sont les pays, quels sont les moyens et quelles sont les conséquences. Voilà, donc ça c'est une information qui est structurée, qui est organisée, qui est dispatchée. Mais toujours via des questions finalement. Exactement. On part de questions, on utilise, alors il y a plusieurs stratégies dans cette carte-là, on utilise de la couleur, on utilise des petits pictos et on utilise de l'orientation spatiale. Et c'est tout ça qui va permettre de structurer les infos et donc après de les mémoriser. Comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à votre armoire, quand vous rangez vos choses, vous savez où les retrouver. C'est pareil pour la carte mentale. Très bien. Merci beaucoup, Janie. Avec plaisir. Est-ce que juste tu peux couper ta présentation, comme ça on va se voir. Bien sûr, ouais. On va nous voir à nouveau. C'était super intéressant. Moi, je me note les petites astuces là, espacer, se tester. C'est vrai qu'il y a des choses qui me parlent, on ne pense pas forcément à les faire. Mais voilà. Surtout, en fait, je pense que c'est un live que je vais inciter à partager, mais pour les personnes là qui sont avec leurs enfants et qui peuvent les accompagner pour faire leurs leçons. Bien sûr. C'est vraiment des clés pour les parents, et pour les enseignants, et pour tout le monde. Clés là pour voilà, qu'ils fassent leurs devoirs. Des fois, c'est des toutes petites astuces, mais c'est vrai que quand on ne les a pas, ça peut tellement simplifier la vie. C'est ça. Vraiment, merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Et donc, je crois que tu me disais, on pourra mettre des liens vers des petits outils gratuits sur la publication après. Alors, tout à fait, tout à fait, parce que, oui, par exemple, je pourrais vous mettre un lien vers des cartes mentales, par exemple, et puis aussi sur un outil que j'aime bien, moi, qui s'appelle le Anki, qui permet de faire des flashcards, c'est-à-dire que c'est une application qui est gratuite et qui permet de créer des jeux de cartes virtuels avec des questions-réponses. Voilà. Et on peut se poser des questions, donc toujours l'idée d'être actif, de ne pas répéter des choses, mais d'être soi-même à la source d'un questionnement. Voilà. Ok, super, merci. Alors, donc, Janie Arros, on peut te retrouver, donc ton cabinet est à Paris en ce moment en téléconsultation sur Médecine. Donc, tu es sur Médecine, vous pouvez la retrouver en tant que psychopraticienne. Mais toi, tu aimes bien utiliser le terme orthopédagogue, qui est un terme assez nouveau en France. Oui, mais qui est le terme qu'on emploie au Canada et en Belgique, où ils sont quand même très en avance sur tout ce qui est pédagogie et aide aux apprentissages. Ouais. Ok, super, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain encore avec le live Se retrouver à 14 h. Alors demain, je serai avec Anne Plantier, qui est naturopathe, pour des conseils afin de rester serein et en forme pendant le confinement. On en a tous besoin. Merci beaucoup, Janie. Merci à toi, Aurore, et bonne fin de journée à tout le monde. Merci, au revoir.